C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour. Bonjour Francis. Hey, aujourd'hui, on se retrouve à Ukraine pour parler de la situation dans la région de Donbass alors que le cessez-le-feu en vigueur depuis février 2015 entre les séparatistes et les autorités ukrainiennes semble être mis à mal après plusieurs escarmouches à la frontière au cours des dernières semaines. Oui, en effet, c'est pas la première fois qu'il y a des embûches au cessez-le-feu depuis 2015, mais c'est la première fois qu'il y en a autant en aussi peu de temps. C'est difficile de donner une date précise quand est-ce qu'on pourrait dire, bon, ben regarde, le cessez-le-feu est en train d'être vraiment brisé. Sauf que depuis l'élection de Biden, lui, a vraiment donné son soutien à l'Ukraine dans le conflit entourant toute la région du Donbass, et aussi le fait que Joe Biden a beaucoup de tensions avec la Russie sur d'autres dossiers. Donc, tout ça a donné on dirait que ça a donné des ailes au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour essayer de pousser un petit peu les lignes dans le dossier du Donbass. En février, il a même fait des accusations au chef de l'opposition officielle, Viktor Medvedchuk. Lui, c'est le politicien qui est dans l'opposition officielle, mais c'est lui qui a repris toute la partie des régions, tout l'appui populaire de l'ancien président Yanukovych qui s'avait passé lors de tous les événements du Donbass en 2014, qui avait donné après ça la guerre et le cessez-le-feu en 2015. Donc, tout ça pour dire que le président actuel de l'Ukraine a accusé le chef de l'opposition de financer le terrorisme par le biais du fait qu'un de ses associés en affaires aurait revendu du charbon de la région contestée du Donbass à des entreprises en Ukraine. Et tout ça, ça fait que maintenant, le président, le chef de l'opposition officielle est dans l'eau chose dans ce dossier-là. Mais il y a moins de 2 semaines de ça, avant ces accusations-là, le président ukrainien avait aussi fermé 3 des stations de télévision de ce chef d'opposition-là. Il faut savoir que Viktor Medvedchuk, c'est un homme d'affaires, il y a plusieurs compagnies, donc justement, on dirait que le pouvoir en place essaie de mettre de la pression via ces compagnies-là. Toutes ces choses-là ont fait que ça a provoqué la colère des rebelles de la région du Donbass, et depuis quelques semaines, on commencé à s'agiter au niveau des lignes, notamment par plusieurs tirs de mortier à la frontière. Et justement, depuis janvier, on déplore 19 morts du côté ukrainien. Donc ça, c'est vraiment une recrudescence, comme je vous ai dit. Même s'il y avait eu des accros au cessez-le-feu depuis 2015, c'est la première fois qu'il y en a autant en si peu de temps. Et là, Benoît, on comprend que la situation est précaire et pourrait dégénérer. De son côté, le président ukrainien a rappelé sa volonté de tenir un sommet en présence de la Russie, l'Allemagne, la France pour tenter de dénouer l'impasse. Est-ce que des négociations seraient encore possibles? C'est dur à dire, sauf qu'une chose est sûre, c'est que la Russie et les rebelles n'ont pas vraiment intérêt à essayer de renégocier les accords de Minsk qui avaient apporté le cessez-le-feu en 2015. Tout d'abord parce que de leur côté, ils ont plus ou moins respecté leur engagement, mais du côté ukrainien aussi, n'ont pas vraiment respecté leur partie du contrat, si on pourrait dire. Lors des accords de Minsk, comme je vous dis, c'est le traité qui avait réussi à cesser la guerre et à geler environ les positions. Il y avait notamment le cessez-le-feu, mais il y avait aussi l'établissement d'une zone tampon entre les deux zones, l'Ukraine et la zone séparatiste. Il était supposé d'avoir une amnistie pour tous les combattants des deux côtés pour les éventuels crimes de guerre ou les exactions qui étaient faits. Ce côté-là, ça n'a pas été fait. Et les échanges de prisonniers aussi étaient prévus. Il y en a eu, mais il y a encore beaucoup de prisonniers des deux côtés qui restent dans leurs cellules et qui n'ont pas encore été échangés. Une autre chose, un des gros morceaux de cet accord-là, c'était que l'Ukraine était supposée de modifier sa constitution afin de pouvoir plus décentraliser les pouvoirs et ainsi donner un petit peu plus de pouvoir à la région séparatiste. Donc, ça aurait permis de réintégrer cette région-là dans une Ukraine plus décentralisée. Ce côté-là, ça fait 6 ans que ces accords-là ont été signés et il n'y a pas l'ombre d'une démarche politique et constitutionnelle en vue pour ça. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi du côté des rebelles et du côté de la Russie qui chapeaute un petit peu le côté séparatiste, qui ne voient pas l'intérêt de retourner négocier alors que justement les accords qu'on avait signés il y a quelques années, ces dossiers-là sont au point mort, donc ça ne servirait à rien de négocier des nouvelles choses de ce côté-là. Du côté de l'Ukraine, eux, ils considèrent que les rebelles séparatistes, c'est vraiment juste des marionnettes aux mains de Moscou. Et pour ces raisons-là, ils ne veulent pas vraiment négocier avec ces séparatistes-là. Ils veulent négocier directement avec la Russie.
Or, le Parlement a vraiment poussé dans cette position-là. Et ce mardi-ci, ils ont même fait une motion au Parlement pour vraiment accuser la Russie des déboires qu'il y a en ce moment dans la zone séparatiste et qui demandent vraiment à la Russie d'arrêter les escalades et la fin des hostilités. Du côté de la Russie, ils disent, bon, ben, regarde, oui, on est juge et parti dans ce conflit-là, mais c'est quand même, les séparatistes, c'est pas juste des rebelles manipulés, ils ont vraiment des négociations, et il faudrait les inclure dans ces négociations-là. Donc, pour l'instant, ça reste que chacun se regarde et on dirait qu'il y a personne qui veut vraiment mettre de l'eau dans son vin pour que ce conflit-là se résolve. Mais là, parlant de conflit, Benoît, là, ça dure depuis 7 ans. Peut-on encore espérer une réunification de l'Ukraine dans un avenir rapproché? C'est dur à dire. Du coup, parce qu'il y a vraiment plusieurs régions en Ukraine. Il y a la Crimée, qu'on se rappellera, qui a été annexée par la Russie en 2014, le 18 mars 2014. Ça, il faut vraiment oublier. La Russie, elle a annexé, ils l'ont vraiment intégré dans leur système politique. Ils l'ont même relié avec un gros pont qui a coûté des milliards de dollars pour justement faire comme un genre de cordon ombilical entre la péninsule et le reste de la Fédération de la Russie. Et en plus, il y a une grosse base militaire navale qui était là, même dans le temps de l'Ukraine, que ça, il y avait des contrats pour pouvoir habiter cette base navale-là. Donc, ce côté-là de la Crimée, il faut oublier. Du côté du Donbass, il y aura encore des chances que cette partie-là du pays rejoigne l'Ukraine, sauf que c'est plus que le conflit dure longtemps, moins qu'il y a de chances de pouvoir rétablir les ponts entre les deux populations. Parce que plus en plus que, là, maintenant, ça va faire 7 ans que cette région-là est autonome. Donc, justement, elle a de plus en plus d'autonomie du côté financier, du côté politique, etc. Donc, ça devient de plus en plus difficile de recoudre la plaie, entre guillemets. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que ce conflit-là a fait beaucoup de déplacés. Il y a 1,5 million de personnes qui ont été déplacées dans cette région-là à cause des combats et ensuite à cause des choix politiques des deux côtés. Ça veut dire que la plupart des Ukrainiens ethniques sont repartis en Ukraine et qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup dans la région du Donbass. Donc, dans le Donbass, la population qui reste est essentiellement russe. Et eux, ils n'ont aucun intérêt, entre guillemets, de rejoindre un pays plus ukrainien, alors que, pour l'instant, comme je vous dis, ils ont de plus en plus d'autonomie et que ça va relativement bien. Ce que je pense, c'est que ce conflit-là ressemble de plus en plus aux autres conflits qui avaient sorti lors de la chute de l'URSS, qu'on appelle les conflits gelés. Il y en a en Moldavie, en Géorgie, en Azerbaïdjan, quand on avait parlé du Haut-Karabakh, qui fait partie de cette nature de conflit-là. Ça, c'est des conflits qui ont été créés à la chute de l'URSS à cause de frontières artificielles qui séparaient des populations en pleine ligne de front, et justement que ça fait qu'il y a des Russes d'un côté de la frontière ou d'une autre ethnie, pour le cas de l'Azerbaïdjan, c'est des Arméniens qui se retrouvent en territoire azéri, tandis que de 3 km plus d'un côté, c'est un autre pays avec la même population. Donc, on dirait que ça devient de plus en plus ça, une région peuplée d'une certaine ethnie qui a aucun lien, on va dire, passé avec son pays d'accueil dû aux lignes de démarcation qui ont résulté de l'URSS. Donc, on dirait vraiment que ça s'en va là-dessus. Une chose est certaine, c'est qu'avec 13 000 morts, 7 ans de conflit, c'est devenu le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la guerre des Balkans en 90. Et justement, pour l'instant, on a peu de chance, on a peu d'espoir de voir cette situation-là évoluer dans un avenir proche. Alors, on va continuer de suivre le dossier de près. Et on rappelle aux auditeurs qu'on peut te lire à benoîtlapierre.ca. Alors, un gros merci pour ta chronique et on se dit à la semaine prochaine. Oui, justement, une chose intéressante, c'est que justement, j'ai un article sur ce dossier-là du Donbass sur mon site. Donc, les personnes qui voudraient creuser plus le sujet, il y aurait moyen d'avoir plus de documentation sur cet enjeu-là. Super, alors on se donne rendez-vous sur benoîtlapierre.ca. Un gros merci. Merci, au revoir. Bonne journée.